Bonjour Marie-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Isabelle et bonjour tout le monde. Nous voilà pour notre épisode de l'émission qui n'a pas de nom. Et je vais te laisser nous parler du sujet du jour, Marie-Pierre, et commencer si tu le veux bien. Oui, alors le sujet du jour, c'est pourquoi dit-on oui alors que l'on pense non? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé toi, mais personnellement, ça m'est arrivé souvent. Et pourtant, je suis, comment dire, je suis perçue pour être quelqu'un qui justement va dire oui quand c'est oui, non quand c'est non. Et malgré tout, quand je suis honnête avec moi, même encore maintenant, ça peut m'arriver sur le coup de dire oui, alors qu'au fond de moi, je suis pas si sûre que ça, que j'ai vraiment envie de dire oui. Donc ça peut être, par exemple, dans l'entrepreneuriat, avec le tout réuni, ou à un moment de... Ça, c'est le plus que ça m'est arrivé, c'est face à une demande d'un client, d'une cliente, et je sens qu'il n'y a pas d'alignement, en tout cas pas en ce moment-là. Là. Peut-être plus tard, peut-être jamais, mais là, présentement, il y a quelque chose qui je sens qui ne va pas fonctionner. Ça peut être de plein de raisons différentes, pas du tout au niveau de mes compétences, parce que ça, c'est plus facile pour moi, c'est très facile pour moi de dire non, mais quand je sens que la personne peut être, par exemple, plus en demande d'être sauvée au lieu d'être aidée, accompagnée, ou des choses de ce genre. Et à ce moment-là, je vois apparaître mon côté sauveur, justement. Et là, je me dis, ah tabarnouche, la vie est bien faite. On, on est vraiment en résonance systématique. Fait que dès que, à un moment donné, j'ai une partie de moi qui est à nouveau dans ce champ vibratoire du côté sauveur, au lieu d'être simplement, comment dire, j'allais dire un pion, mais dans le sens positif du terme, un pion sur l'échiquier qui fait juste avancer la partie tous ensemble, ben là, je vais la faire avancer, mais dans le champ de patates. C'est-à-dire vraiment, je vais avoir ce côté sauveur qui, je le rappelle, même si c'est souvent fort désagréable à entendre dit comme ça, mais avoir un côté sauveur, c'est être en train de contrôler la vie de l'autre. C'est-à-dire que de façon indirecte, on est en train de dire à l'autre, tu peux pas être capable de le faire sans moi. Et même si c'est pas ça qu'on ressent, et on a l'impression qu'on veut l'aider, qu'on l'aime, mais en réalité c'est ça qu'on veut dire, c'est que t'es pas capable de le faire sans moi. Et puis ça peut même aller très très loin. Ça peut, on peut croire que en fin de compte, la vie tourne autour de nous, quoi. Et puis je le sens à ce moment-là, quand je suis comme ça, je fais, mais mon Dieu, Marie, les histoires ont commencé avant toi, elles vont continuer après toi. Et même si tu es un personnage important, t'es pas un personnage plus important ou moins important qu'un autre personnage. Fait que, et en plus, ce qui est rigolo, c'est que j'aime pas la pitié. C'est-à-dire, je sais pas toi, mais quand je ressens de la pitié chez l'autre, ce fameux autre qui est juste moi-même, mais je veux dire, on va le dire comme ça, j'aime pas. Donc, j'aime pas ressentir chez l'autre cette vision qu'on pourrait avoir de moi, comme quoi je suis une petite chose, tu sais, que je serais pas capable de le faire. Et je me dis, mais Marie, tu peux pas d'un côté ne pas avoir envie, donc pas avoir envie non plus d'être sauvée, quoi. Mais d'être aidé, oui. Et en même temps, faire ça à l'autre personne. Et, euh, et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en tout cas, moi, c'est souvent, c'est pas que cette raison-là, mais c'est la raison principale. Quand je sens que je dis oui alors que je pense non, c'est plus difficile à rattraper quand c'est un client. Quand je suis dans ma posture de manager dans mon emploi salarié, bizarrement, c'est plus facile. C'est plus facile de rattraper le coup et de dire, et tu sais quoi, je t'ai dit oui, mais en fin de compte, tu peux pas être honnête avec moi. J'ai dit oui à ma boss parce que là, à ce moment-là, c'est plus une question de performance. Je vais avoir le syndrome de vouloir être aimé via la performance et non pas de performer de façon agréable, qui voudrait dire me tromper ou pas, peu importe, mais... et là, à ce moment-là, je peux me retrouver dans des situations où je me dis, mais non, c'est pas possible, t'en as trop. Ou alors, je vais culpabiliser de dire non.
Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est-à-dire, j'arrive à dire non, mais pendant que je dis non, je culpabilise. En me disant, ben là, t'es pas à la hauteur, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Donc ça, c'est plus dans mon côté salarié. Euh, mais c'est assez rigolo, ça m'arrive beaucoup moins souvent, mais ça m'arrive encore. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et c'est quoi que tu as découvert sur toi Ouais. là-dessus? Ça m'est arrivé plein de fois de dire oui, puis au moment où on te dit oui, oups, tu sais, tu sens que, tu sais, tu sens en toi que, oh, non, non, pourquoi je dis ça? Puis moi, c'est plus souvent avec ma famille. Tu vois, c'est Ok. vraiment, on est tout le temps complémentaires. Parce que dans mon travail, j'ai pas trop parce que j'ai vraiment pas trop de dire oui, tu vois ce que je veux dire. Mhm. J'ai des oui obligatoires et là, j'ai pas le choix, en fait. Mais il n'y a pas trop de sollicitations où je dis oui et puis que c'est non, mais beaucoup en famille. Et puis je me disais pendant t'écoutant, pourquoi c'est plus difficile dans le sens un oui alors que c'est non, alors qu'un non alors que c'est oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ça peut être aussi dans l'autre sens. Oui. Ça t'est déjà Mais arrivé? je trouve que Moi, c'est là-dessus. plus dur un oui alors que c'est non, alors qu'un non alors que c'est oui. Tu vois, je sais pas pourquoi, c'est quand même drôle ça. Alors moi, beaucoup donc dans ma famille, beaucoup de oui alors que c'est non. Et après, des fois, j'ai essayé moi de revenir en arrière, tu sais, quand je le sens. Mhm. Comme tu disais, de dire bah non, finalement. Et alors là, ça crée des fritures sur la ligne avec la personne avec qui je suis en face, quoi. Notamment beaucoup ma fille. Quoi? Mais Pourquoi? Puis alors du coup après je reviens. Alors ça c'est encore pire que tout parce que du coup il y a négociation avec toutes les deux. C'est terrible parce que bon bah d'accord mais tu sens que c'est encore vraiment non mais que tu dis oui tu vois donc ça fait deux fois qu'on te cisaille que tu te cisailles toi-même tu vois alors que je pourrais rester affirmée dans mon non. Et moi, c'est vraiment parce que tu parlais de performance, de sauveur. Moi, c'est vraiment être une bonne personne, une bonne mhm, maman ou une bonne épouse, tu vois. Donc, je sais pas comment ça pourrait être, ouais, une étiquette. Tu sais que quand je serai plus là, ben, ce qu'on dira d'elle, tu vois ce que je veux dire. mhm. Voilà. Je pense que c'est un peu la trace que je veux laisser. Pas être méchante, ouais, c'est ça. Tu sais, être pas la méchante qui dit non. Ça, je pense que ça vient d'une croyance que j'ai que quand on dit non, on est méchant. Mhm. Tu vois? Donc, alors que tu affirmes juste clairement ton désir ou ton besoin. Et moi, du coup, comme je veux pas passer pour la méchante, ben, je dis oui à contre-cœur. Et puis, ça fait jamais de bonnes choses. Parce qu'une fois que tu as dit oui, tu peux plus. Voilà. Alors moi, dans des cas comme ça, j'essaye deux fois de rattraper parce que c'est pas qu'un client. Qu'un client, tu peux pas dire oh non, bah finalement, c'est pas ça. La prestation, non, non, non. Donc là, tu es obligé d'y aller, mais c'est comme tu dis à Est-ce que tu es contre-cœur. vraiment obligé d'y aller en fait? Oui, c'est vrai. Ben, alors là, Non, parce commerciale que va c'est des dire questions que je me suis posées moi-même. la commerciale, elle va dire oui, tu es obligé. Eh ouais. Là, c'est terrible parce que tu vas entrer dans les pieds, je veux dire. Et puis, c'est pas juste pour l'autre, tu as raison. Tu as vraiment raison en disant que, mais qui on est pour, et comment dirais-je, comme si on voulait sauver l'autre, mais qui on est pour faire ça, tu vois, ça, c'est quand même, enfin, moi, je le dis en connaissance de cause, hein, euh, finalement, où on croit qu'on a la solution, où on croit qu'on peut sauver l'autre, et donc, du coup, celui, c'est un peu égotique, quoi, en fait, hein. Oui, c'est c'est le fameux. Moi, on en a souvent parlé, toi et moi, donc je sais que tu aimes bien aussi ce fameux triangle de Cartman parce que je trouve qu'il est à la fois simple et il n'est pas non plus simpliste, le fameux bourreau, victime, sauveur. Mais ce que souvent, certaines personnes qui connaissent pas assez bien le triangle de Cartman, les trois sont des postures de contrôle. Les trois sont des postures comment dire, de contrôle derrière le mot contrôle, il y a toujours à la fin vouloir être aimé, ok? C'est-à-dire vouloir être entendu, vouloir survivre, vouloir être aimé.
Et donc c'est pour ça qu'on veut contrôler les choses. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose, et donc perdre sa place, perdre comment dire, le fait qu'on nous regarde, je veux dire, à partir du moment où on se rappelle que c'est à nous de nous aimer d'abord et que chacun est libre de penser ce qu'il veut de nous-mêmes, comme nous, on est libre de penser ce qu'on veut de chacun et chacune. C'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. C'est simple, mais c'est moins facile à faire. Mais à partir du moment où on est gorgé de notre amour, on est bien à l'aise, quoi, de laisser les autres libres. Et moi, je me rends compte quand je suis en paix avec moi, je trouve même succulent que quelqu'un d'autre soit complètement libre de penser ce qu'il veut. Euh, mais euh, mais je m'aime pas suffisamment encore. J'oublie encore souvent. Et à ce moment-là, quand je sens un regard qui me semble être pas un regard d'amour, euh, je peux le ressentir violemment, quoi, en moi. Et à chaque fois, je me dis, et alors, à ce moment, je tombe dans le champ de patate en pensant que c'est l'autre. Et à chaque fois, je me dis, non, Marie, tu sais très bien que c'est juste une zone de toi qui s'aime pas encore. Tu t'aimes pas encore inconditionnellement, tu t'aimes encore sous des conditions, c'est-à-dire sous condition que tu dises oui, sous condition ou que tu dises non, si à un moment donné on est censé te demander une posture forte, mais alors qu'en vérité, toi, cette force, tu la vois pas dans le non, mais dans le oui, des fois c'est l'inverse, hein. Par exemple, moi, je crois pas beaucoup à la discipline, à la gestion disciplinaire chez les managers. Je dis pas que c'est inutile, je dis simplement que pour moi, la dernière chose à faire, quand vraiment, soit il faut un électrochoc pour que la personne réalise, soit ben, c'est parce que la personne est pas à la bonne place au bon moment, quoi. Et c'est la faute à personne. Je veux dire, c'est juste comme ça, quoi. Et, euh, et donc, il y a des fois où je vais dire, je vais vouloir dire oui, alors qu'on me demande de dire non, dans le sens que je ne vais pas faire de gestion disciplinaire, alors qu'on va avoir une pression en tant que manager pour des questions d'équité, pour des questions. Alors que je pense que peut-être que je dévie un peu, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. En ayant été pendant des années directrice des ressources humaines, c'est quand même quelque chose qui m'est, comment dire, qui est important qui est importante dans ma façon de voir comment dire, les relations professionnelles, c'est que pour l'instant, les ressources humaines, la plupart en tout cas des ressources humaines, fonctionnent comme si le manager devait être là pour vérifier que tout se passe bien et donc il doit sanctionner quand ça ne se passe pas bien pour pouvoir recadrer et ramener les choses au bon endroit. Et moi, je pense franchement, et donc ça va justement avec les oui, avec les non, je pense vraiment que l'avenir, euh, ça va être pour les managers qui vont arrêter, alors c'est peut-être peut sembler un petit peu dur ce que je vais dire, mais d'être dans cette posture de parent, dans cette posture de dire je te recadre. Et plus tu es dans une posture, je t'accompagne et je te fais prendre conscience et je te coach. Et en même temps, c'est réciproque, c'est-à-dire en même temps, je prends conscience, je me fais coacher par d'autres, même sans qu'ils s'en rendent compte. Euh, et j'utilise la gestion disciplinaire quand vraiment, euh, comme je disais, exceptionnellement, il faut un électrochoc, des fois ça arrive où vraiment, ben là, la personne, elle comprend pas, quoi. Voilà, cette personne, ça peut être nous aussi, hein, qu'on ne comprenne pas, mais et c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, mais pour ça, du coup, les oui et les non, c'est là où il faut être honnête avec nous. C'est qu'on ne pourra pas réussir à faire ça si on est toujours dans cette posture de sauveur ou on est dans cette posture tu sais, de plus de bourreau, de je recadre, ou dans cette posture de victime, j'en ai trop, c'est injuste, parce qu'on a tous un boss aussi, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est ça.
moi, si je peux rebondir sur l'histoire de notion de discipline, si tu tombes avec quelqu'un de un mois d'avant, j'ai envie de te dire, si je sens que derrière quelque chose qui serait pas fait, tu vois, il y a de la discipline qui va me tomber dessus. Moi, j'étais capable d'aller loin pour pour provoquer. Tu vois ce que je veux dire? Mon côté rebelle allait loin parce que je savais que j'avais, enfin, généralement, je n'étais pas forcément reprochable. Et donc, si on me reprochait quelque chose et qu'en plus, c'était pas, comme tu as dit, l'équité aussi par rapport aux autres, alors là, c'était vraiment très dur, tu vois. Maintenant, c'est comme si j'avais grandi, tu vois, ou que on n'emploie pas trop avec moi la mesure disciplinaire parce que moi, ça me fait, je suis un peu comme toi, je trouve ça tellement ridicule, mais on l'a eu beaucoup à l'école, hein, quand même. Enfin, je veux dire, tu sais, dans un comportement, donne des obtentions de choses, tu vois, où on était là avec une menace. Et j'avais quelque chose qui m'est passé, puis je l'ai perdu quand tu parlais. Euh, Cette position, oui, ça me revient. Le triangle de Karpman, c'est vrai que il est très, très, très intéressant. Et je vais faire une digression par rapport à ces oui, ces non. Euh, j'ai envie de dire aussi, nous-mêmes, avec nous-mêmes, à quoi j'ai envie de dire oui, à quoi j'ai envie de dire non à Mhm. chaque instant, tu vois. Et je l'ai beaucoup vu, moi, cette semaine où je suis donc dans comment dirais-je, dans un moment de ma vie où je pars dans un endroit pour se faire du bien et se faire soigner. Et je vois d'autres consoeurs, on va dire, d'autres femmes, parce qu'on est que des femmes, on est 12 femmes cette année, qui, par rapport à une pathologie, vont se poser en victime. Et alors, moi, c'est vrai que je sentais cette semaine au groupe de parole, le grand, tu vois, qui était là parce que je le vois tellement et puis du coup, ça m'énervait. Mais en même temps, après, je me suis dit, bah, c'est leur choix. Elles font le choix d'être victimes de la pathologie et sans ce rôle, finalement, qui elles sont? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est important aussi dans le cadre de ce qu'on est en train de partager à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Parce que des fois, on se dit oui à nous-mêmes, tu vois, ou non à nous-mêmes, alors qu'en fait, on fait, enfin, comment dirais-je, des fois, tu te dis pourquoi j'ai fait ce choix, tu vois. Et notamment par rapport à la pathologie, à la maladie ou aux événements. Moi, c'est vrai que j'ai maintenant un regard qui peut être dur à entendre parce que je pense qu'on a choisi de vivre ça, tu vois, de faire cette expérience par rapport à la maladie, tu vois. Et de se dire pourquoi j'ai dit oui à ça et pourquoi j'y reste dedans. Alors, c'est vrai que c'est vraiment mon avis. Parce que je pense que moi, à un moment, j'ai dit non. Et du coup, j'en suis sortie avec plein de choses, tu vois. Mais euh, euh, c'est dur, ça serait dur à dire à quelqu'un. Enfin, je vois, j'ai un peu essayé de dire ce que je pensais quand tu dis oui à une maladie. Et justement, est-ce que tu veux y rester là-dedans? Euh, c'est pas trop bien passé. J'ai essayé de le dire pour moi, mais je vois que c'est compliqué parce que du coup, ça demande de dire, ah bah, du coup, je suis responsable de tous mes choix, tu vois. Euh, C'est rigolo parce que on s'est toujours dit que on dirait ce qu'on pense même si on n'est pas bien sûr, d'accord. bien sûr, bien sûr. Ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas avoir raison ou les deux ont raison. Mais j'ai une vision légèrement différente. Je pense pas je pense pas que l'humain se choisisse une maladie ou toute autre chose. Je pense qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, la maladie arrive. Et à ce moment-là, c'est la façon dont on l'aperçoit euh, qui va... donc, on y résiste ou on n'y résiste pas. Et quand on y résiste, c'est là où on va tomber dans ce triangle de Karpman. Donc, soit on va la combattre en lui disant non et en lui en voulant. Et à ce moment-là, on est plus dans cette énergie de bourreau. Soit on est dans cette énergie de victime en disant, mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas de chance, c'est pas juste, pourquoi moi? Soit à ce moment-là,
on est dans le côté sauveur et on peut se servir de cette maladie. Là, j'ai du mal à avoir un exemple au niveau de l'énergie du sauveur par rapport à ça, mais peut-être ça me reviendra plus tard. Mais tandis que si à un moment donné, on est juste en train, c'est vraiment un questionnement que j'ai, on est juste en train de se dire, OK, une fois que j'ai passé tout ça, je veux la combattre ou pourquoi c'est pas juste ou etc., etc. euh, c'est comment je peux faire euh, pour, euh, pour être pour être en amour avec ça. Et, euh, et à ce moment-là, je pense que à ce moment-là, il va émerger justement toutes les contradictions euh, que cette maladie vient refléter chez nous. C'est-à-dire que je vais peut-être me rendre compte que je pense à moi quand j'étais enfant, par exemple. Des années, bien des années plus tard, je me suis demandé, mais comment ça se fait que j'ai été souvent malade quand j'étais enfant? Pas des graves maladies, mais j'avais plein d'allergies, fait que j'étais souvent malade. Et après, j'ai réalisé que c'était des moments où mes parents, surtout ma mère, s'occupaient de moi. Et elle s'occupait de moi aussi avant. Sauf qu'il y avait un regard un peu plus dur de performance. Et à ce moment-là, j'étais plus dans le cocooning. Et j'ai réalisé que je pouvais ressentir ça. Alors que... et donc, quand après j'ai arrêté, je me suis un peu plus aimée, j'ai été beaucoup moins malade. Mais à un moment donné, je suis tombée dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que je me gargarisais quelque part de ne pas être malade. Alors qu'on peut être malade, même si on est quelqu'un de fort. Et là, je me dis, waouh! À un moment donné, c'est juste une maladie. Et puis moi, je vais y mettre plein Mm. d'intentions et plein d'histoires différentes selon ce que ça fait résonner en moi, alors qu'à la base, c'est juste une maladie. Et Mm. c'est dans ce sens-là que je pense, à tort ou à raison, que c'est pas moi en tant qu'humaine qui choisis la maladie, mais si à un moment donné, il y a quelque chose dans un espace bien plus grand que moi qui fait que cette maladie est là, comme ça pourrait être une personne ou une autre situation. Et à ce moment-là, c'est quoi que ça résonne en moi? C'est quoi que ça fait bouger en moi? C'est quoi comme énergie que ça fait bouger en moi? C'est plus bourreau, c'est plus victime, c'est plus sauveur. Encore, je dis, au niveau sauveur, j'arrive pas à prendre un exemple concret de ce que ça voudrait dire, mais c'est pas vraiment important. Et à ce moment-là, c'est comment je peux vivre en amour avec cette maladie et puis constater qu'elle va disparaître ou qu'elle va pas disparaître, mais je vais avoir aucun effet secondaire. Il y a des fois, il y a des gens qui ont des maladies, ils ont aucun effet secondaire. Ou que, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Euh, Quand je te mais ça disais, ne veut pas dire que j'ai raison, c'est juste Euh, c'est ma pensée de... je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le propos aussi, c'était vraiment, oui, peu importe si c'est nous, si c'est la vie qui fait qu'on vit cette expérience de maladie. Mais là, j'avais vraiment l'exemple de 12 personnes qui réagissent vraiment par rapport à ce qui normalement est la même chose, tu vois. C'était très étonnant de voir que j'avais toute la palette de celles qui étaient mais jusqu'au restaurant en disant oui, mais à cause de ma pathologie, elle avait la liste de tous les allergènes qu'elle avait. Et donc, elle pouvait pas. Et tu sais, je disais, ouais, moi, ça, finalement, j'étais un peu à la fois dans la scène et à la fois à l'extérieur, tu vois. Et je voyais. Euh, je les écoutais discuter, c'était très intéressant. Je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et là, encore sans jugement de ma part, hein, parce que j'ai été comme ça, tu vois. Et donc, je me disais, c'est dingue comment on peut se créer une, des scénarios, quoi, tu vois, en se disant oui ou en se disant non. Tu vois ce que je veux dire? Et Ah, c'est pas incroyable. Et là, c'est par rapport à une situation d'une pathologie, mais ça peut être avec une personne, ce que tu disais, ça peut être avec tellement de moments. Et quand tu vois finalement ça, c'est toujours cette histoire de ben, oubli de l'amour qu'on est. Et où moi je dis, c'est de prendre du recul, de partir du point de vue de la conscience. Quand on observe comme ça, et on s'aime aussi là-dedans, c'est génial, quoi, tu vois. Je trouve ça très intéressant. Euh,
Mais je trouve que le sujet de la maladie, c'est touchy, quoi, parce que du coup, euh, ouais, je trouve que c'est très sensible, tu vois. C'est très sensible. Et c'est très réactionnel, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Très réactionnel. Mais ce sujet, il est tellement immense, je trouve. Pourquoi on dit oui alors qu'on pense non et l'inverse. Mais comme je dis, j'ai pas l'explication pourquoi c'est moins euh, sensible. Inversement, quand tu penses non, quand tu penses oui et que tu dis non. L'hypothèse que j'ai, c'est que justement parce que inconsciemment, puis après je vais faire un petit bémol, justement parce que inconsciemment, la plupart du temps, et je m'inclus dedans, euh, on veut être aimé. Euh, alors après, on y met le mot qu'on veut, reconnu, etc. Mais on veut être aimé. On Ben, décline. comment? On décline. Voilà. Du coup, le oui est celui qui va faire que l'autre va être content, ok? Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur de dire, selon moi, un non. Euh, Maintenant, après, il y en a qui vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont être dans une posture de rebelle, dans une posture en réaction, parce que pour l'instant, c'est la seule chose qu'ils pensent être valable pour s'en sortir, et donc eux vont toujours dire non, même quand ils pensent oui. Et voire même, je ne dirais pas le nom de la personne parce que c'est quelqu'un qui est intime dans ma sphère personnelle. Mais je connais quelqu'un qui dit systématiquement non, Moi tout le aussi. temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, par exemple, je vais dire quelque chose, et puis la personne va dire non, il va répéter exactement ce que je viens de dire. Et donc là, je lui réponds, je dis, mais pourquoi tu dis non? Parce que tu viens de dire exactement ce que je viens de dire. Et, euh, et là, la personne fait oui, hein. Alors des fois, la personne dit encore non, puis des fois, la personne dit oui. J'ai dit, mais tu ne dis jamais oui, c'est toujours non. Et après, quand tu connais l'histoire de cette personne, euh, tu peux comprendre pourquoi la personne dit non. Parce que dans son histoire, dans son tricotage d'histoire personnelle, c'est sa façon justement de se faire aimer quelque part, de prendre sa place, de revendiquer XY chose. Mais quand ça devient quasi pathologique, donc je m'excuse pour les médecins qui m'écoutent, j'utilise pas le mot de la bonne façon, je l'utilise pas de façon médicale, et plus dans l'image, quand ça devient vraiment tout le temps, c'est difficile parce qu'on a besoin des oui et des non, on a besoin d'échanger des oui et des non ensemble. Autant quelqu'un qui dit toujours oui, ça nous exaspère. Je sais pas toi, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit toujours oui, tu te dis il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Je À un moment, connaissais quelqu'un c'est pas comme ça. possible que quelqu'un dise toujours oui. Mais quelqu'un qui dit toujours non, tu te dis, il y a quelque chose qui marche pas non plus, quoi. Et c'est là que tu te dis, ben, moi, c'est la même chose, en fin de compte. Les gens ont besoin que je dise des non et les gens ont besoin que je dise des oui. Parce que l'autre a aussi besoin de sentir ma sincérité, quoi. Euh, mais sans culpabilité. Et c'est là où quand des fois on va dire non, alors c'est vraiment un non, mais quand l'autre continue à négocier, je sais pas toi, mais il y a des fois où je suis vraiment en paix. Ça, c'est les fois les moins souvent. Mais il y a des fois où je suis bien en paix. Et là, je souris pleine d'amour. Et là, à un moment donné, la personne s'arrête. Ou elle commence pas à négocier, ou elle s'arrête de négocier. Euh, ou alors, c'est très rare, ou alors vraiment, c'est quelqu'un pour qui c'est tellement important le combat que la personne, à un moment donné, part et voilà. Mais la situation s'arrête. Mais lorsque j'ai encore un soupçon de culpabilité en moi, que là j'ai mis toutes mes petites forces pour dire non, mais je suis très très fragile encore. Tu sais, il y a encore un appel très fort de oh, si j'avais pu, je t'aurais dit oui, mais peut-être je te dis non, mais mon Dieu, que je me sens coupable. Alors là, j'ouvre la porte à la négociation Oui. et là, je me sens de plus en plus mal. Puis là, je sens, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour pour moi, pour l'autre, c'est juste de la culpabilité. Ce que je te disais avec ma fille au départ. Ah bah c'est sûr, hein, mère et fille ou mère et fils ou père et fils ou fils.
Et par rapport à ce que tu disais, les gens qui disent toujours non, moi je connais quelqu'un aussi, je ne nommerai pas. Et un jour j'ai dit, mais pourquoi tu dis toujours non? Et je m'attendais à ce qu'il dise oui, tu vois, mais il m'a vu mon subterfuge. Il m'a dit, c'est ça. Et effectivement, ça devient un personnage, ça devient sa personnalité. Parce que je Mhm. pense que son nom à lui ou à elle, c'est son nom systématique, sans réfléchir. C'est une manière de s'affirmer et c'est peut-être comme ça Mhm. qu'il se donne de l'amour, tu vois ce que je veux dire en disant non. Moi, ça m'est arrivé, hein. Je veux dire, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Ça m'arrive très rarement, parce que c'est pas trop ma spécialité, mais ça m'arrive. Et je me rappelle, c'est il y a 2 ou 3 jours, c'est cette semaine. Dans mon travail, à un moment donné, je discute avec quelqu'un dans mon emploi salarié et je dis non. Et puis après, je m'écoute et là, je dis à la personne, je m'excuse, je sais pas pourquoi je t'ai dit non, parce que c'est totalement oui. Et je me suis dit, waouh, il y a un nom qui est sorti. Je me suis dit, mais il vient d'où celui-là? Parce que c'est pas Oh, du tout non. tu sais, tu te retournes. Pas du tout non. Et là, j'ai vraiment senti effectivement un petit restant de champ de patate de quelque chose qui avait rien à voir avec l'histoire que j'étais en train de vivre avec cette personne, qui était en réaction de quelque chose de rien à voir avec le présent, quelque chose que j'avais tricoté dans ma tête, une émotion qui était restée ou je sais pas quoi. C'est ça. Euh, T'appartenais peut-être pas ou c'était Même dur. si ça m'appartenait, ça avait rien à voir avec cette personne C'est peut-être là. comme ça. Mais et je l'ai tout de suite vu parce que je demande toujours à la vie de me montrer avec amour, gentillesse, tout de suite le champ de patates que je vis parce que je sais que sinon je vais souffrir pour rien. Et, euh, et je me rappelle l'avoir fait en direct, quoi. C'est-à-dire, j'ai regardé la personne, j'ai arrêté la conversation, j'ai dit, mais Mais je sais to- pas pourquoi je t'ai dit non. Il y a même pas de oui, mais il n'y a même pas de non. C'était un totalement oui. J'ai dit tout de Alors, suite. ça sera peut-être un autre épisode parce qu'on arrive au terme, mais les oui mais, c'est pire aussi. Les oui mais. Parce que tu sais que derrière, il va y avoir une condition, tu vois. Et donc, oui mais à condition que... Alors là, t'es parti dans la négo, tu vois. Moi, je serais un peu une consommatrice des oui mais. Moi aussi, plus souvent que j'aimerais. Je me prends la grande délit avec mes oui, mais plus souvent que j'aimerais. Ouais. Bon, ben, merci Marie-Pierre pour ce sujet. Et alors, c'est quoi que c'est quoi que tu as à proposer dans ce que tu fais par rapport à ces fameux oui et ces fameux non? Alors, ben, moi, je fais un atelier sur le couple à la fin du mois de juillet. Donc, en fait, c'est intéressant aussi de voir en couple comment on dit oui, comment on dit non. Et comment dirais-je, les pitonnages inconscients, justement, des oui et des non qui peuvent survenir. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant en couple. Donc, je Et mettrai le lien sous la vidéo. moi, je vais mettre le lien d'un nouveau programme qui reprend les 7 clés fondamentales du tout réuni. Et donc, je vais mettre le lien pour que les gens le découvrent. Et c'est vraiment le cœur même de ce que je fais avec le tout réuni. Et, euh, et ce que j'aime bien, c'est que ça permet justement d'avancer sans se quitter soi-même. Donc, en étant honnête avec ses oui et honnête avec ses non. Et en faisant la différence entre c'est quoi s'adapter, c'est quoi être flexible et c'est quoi se perdre et c'est quoi se suradapter. Donc voilà. Donc on se dit au revoir. Merci Marie-Pierre. Merci à toi.